Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous vous avions reçu début janvier et pour une fois, Pierre, vous étiez très acheteur des marchés actions. Mais il se trouve que vous avez à nouveau tourné Kazakh et cette fois vous seriez plutôt vendeur. Qu'est-ce qui a changé? Alors déjà, le contexte, en début d'année, on le rappelle, c'était pas très difficile finalement. En gros, tout avait été vendu, survendu même, c'est-à-dire qu'en gros, les gens avaient pris peur dans des marchés avec beaucoup de liquidités. Voilà, les gens avaient vendu du risque de manière extraordinairement élevée, tout avait beaucoup baissé et statistiquement parlant, vous savez qu'on aime en fait les statistiques historiques, c'était évident d'une certaine manière qu'on allait là avoir un grand mouvement de rattrapage mécanique issu en fait, dont l'origine était issue de la baisse. Donc c'était bien un repositionnement tactique. Voilà, c'était un repositionnement totalement tactique, pas structurel, qui a très bien fonctionné puisque la plupart en fait des actifs qui avaient corrigé ont rebondi, ont quasi même effacé une partie de la baisse initiale. Et aujourd'hui, voilà, ce rebond tactique il est terminé et les fondamentaux en fait rentrent en ligne de jeu. Alors quand je dis que vous avez tourné Kazakh, c'est pas sur toutes les actions finalement, c'est principalement sur les actions américaines. Et ça appelle question parce qu'aux États-Unis, on a l'impression tout de même que la situation s'améliore de plus en plus. En fait, on a un chômage qui continue à reculer, donc une dynamique au niveau de l'emploi, plus des revenus qui commencent à croître enfin. Et puis on a un crédit qui se porte bien, donc des voyants qui sont plutôt au vert. Alors le problème, vous avez raison, sauf que en fait, tous ces indicateurs sont des indicateurs retardés de la vigueur de l'économie américaine. Or, on va les prendre les uns après les autres. La première chose, ce sont les revenus. Donc, prenons les revenus. Les revenus, ça pose la question en fait de l'emploi. L'emploi aux États-Unis, effectivement, très bas. Alors, on pourrait en reparler. Vous savez qu'on a sorti une étude sur les chômeurs dissimulés. Bon, la réalité du taux de chômage américain est probablement plus autour de 12% de la population active que 5, mais peu importe. Ça reste relativement faible par rapport aux autres nations, qu'elles soient européennes ou japonaises. Mais prenons cet exemple-là. La problématique de l'emploi est une problématique véritablement retardée. Lorsque vous comparez l'investissement des entreprises, donc qui est un préalable, est un indicateur avancé de l'emploi, celui-ci s'est déjà retourné. Et c'est celui-ci qui nous inquiète. C'est un D'ailleurs, on a un avancé graphique que vous nous avez apporté, où on met en parallèle l'investissement et le nombre d'emplois aux États-Unis. Absolument. Et donc, en lien avec cet indicateur avancé, on peut tout à fait prédire une inversion de la courbe du chômage. Alors malheureusement, voilà, ça sera dans l'autre sens que celle qui est souvent évoquée en France. Donc on va vers une remontée du taux de chômage aux États-Unis. Donc une moindre tension sur le marché de l'emploi. Et malheureusement, ces petits prémices sur l'inflation des revenus qu'on évoque, même s'il reste très limité par rapport au niveau historique, malheureusement, elle va probablement disparaître en lien avec cette moindre tension sur le marché de l'emploi qu'on peut prédire. Donc on note bien un investissement des entreprises qui a déjà commencé à fléchir. Ça, c'est l'information importante et c'est un indicateur avancé, selon vous, donc de l'évolution de l'emploi. Mais on pourrait vous rétorquer, très bien, l'emploi, ok, on a une inflexion au niveau de l'investissement, ça pourrait rejaillir négativement sur l'emploi, mais on a un crédit qui est au plus haut, et puis on a une confiance des consommateurs qui est également au sommet. Qu'est-ce qui est intégré dans les cours? Là encore, est-ce que c'est un indicateur avancé, la confiance des ménages? Est-ce que le crédit aujourd'hui distribué est un indicateur avancé d'évolution de la consommation des ménages? Vous posez bien le problème. Le vrai sujet aux États-Unis, c'est essentiellement la notion de résilience du consommateur américain. Est-ce qu'il continue à consommer et sa consommation continue-t-elle à monter? Surtout qu'il bénéficie de facteurs très favorables aujourd'hui. Tout à fait. Les coûts de l'énergie ont reculé. C'est ça. D'un point de vue historique, on voit que les dépenses des ménages en énergie sont sur leur plus bas historique. Ça fait depuis les années 2000 qu'ils avaient aussi peu payé en fait en énergie. Donc ça c'est bon parce que ce que vous ne consommez pas en carburant, vous allez pouvoir le consommer en biens ou services pour le reste. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, les charges financières, qui sont à des niveaux extrêmement faibles. On est en dessous de 16% du revenu disponible, donc simplement ponctionné par les charges financières. Là aussi, c'est un point bas historique, sauf que c'est déjà là. Ça a déjà rejailli en fait, sur le comportement de consommation des ménages. Donc ça, on peut estimer que maintenant, les charges financières ne pourront plus baisser. On est vraiment sur des points bas. Ça fait quelques trimestres maintenant qu'on s'est stabilisé. On peut estimer qu'ils pourraient même remonter un petit peu dans les mois à venir. Sur l'énergie, voilà, là aussi, les prix du pétrole ont chuté jusqu'à 25 $. Aujourd'hui, on est remonté. Donc, on va avoir une petite réappréciation en fait, de la ponction des dépenses des ménages en provenance de l'énergie. C'est la deuxième chose qui va ponctionner un peu de pouvoir d'achat pour acheter le reste. Et la troisième chose, qui est le sujet véritablement central, c'est le crédit. Effectivement, le crédit est là. N'est-il pas trop là? Petite ère de ressemblance quand même entre les années 2004-2007, aujourd'hui 2004-2006 plutôt sur les distributions de crédit. L'évolution du crédit à la consommation progresse aujourd'hui de 6% donc en glissement annuel, c'est-à-dire par rapport à l'année dernière. La progression du crédit, c'est 6% par an. Croyez-vous aujourd'hui
que les ménages peuvent supporter ou on peut soutenir en fait une augmentation des crédits aussi vigoureuse pendant longtemps? La réponse est clairement non. On regarde du niveau d'endettement général des États-Unis. Je rappelle qu'on tourne toujours autour de 260 points de PIB, tout confondu aux États-Unis, c'est-à-dire au même niveau qu'en 2007-2008. Et puis on a une inflation aussi des crédits automobiles. Hein. C'est Superbe absolument exemple. stupéfiant. Voilà, hein. superbe exemple. Voilà, c'est un marché qui a donc le marché auto, et on a déjà les prémices, le marché auto a soutenu la consommation des ménages, donc c'est lu dans les bénéfices des entreprises américaines, sauf que il a été porté par la distribution de crédit. Éternel, hein. Exactement, et déjà on voit l'inflexion sur le crédit auto aux États-Unis. Et en conséquence, que voyez-vous? Les derniers chiffres sur justement la production automobile et la consommation en auto aux États-Unis est en train de ralentir. Donc on a véritablement tout un tas de faisceaux et d'indicateurs qui nous disent que le consommateur américain, même s'il ne part pas à la cave, hein, mais on dirait ses consommations vont être plus ténues que par le passé. Or, vous savez qu'aux États-Unis, 70% de la richesse créée, ce sont des dépenses des ménages. Donc dans ce cadre-là, on ne peut pas anticiper en fait une croissance américaine qui soit bien au-delà des anticipations actuelles. Donc on sera probablement en dessous, autour de 1,5% cette année. Donc, à vous suivre, on devrait avoir aussi un impact négatif sur l'activité des entreprises américaines. Or, on sait que les chiffres d'affaires, notamment ceux du S&P 500, ont commencé à baisser depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Ça fait 2 ans que ça baisse, hein, grosso modo. Si vous... Oui, on va dire début 2015, ça fait une grosse année en fait. Et pourtant, les bénéfices des entreprises ont cru. Alors certains disent... Non, pas tout à fait aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils ont déjà commencé à décroître l'année dernière. On est même sur des niveaux qui sont assez élevés, sauf qu'ils sont essentiellement liés en fait aux producteurs de matières premières, d'énergie. Mais en tout cas, quand on souligne ce phénomène d'érosion des chiffres d'affaires, certains rétorquent, oui, mais en fait, ce sont les chiffres d'affaires du secteur de l'énergie. Alors, c'est juste, mais pas que. La vraie question sur les États-Unis, c'est effectivement dans cette baisse de la profitabilité américaine, qui avait atteint des sommets tout de même, hein, historiques là aussi. Hein, les profits en pourcentage du PIB n'ont jamais été aussi élevés que jusqu'en milieu d'année dernière. Effectivement, l'essentiel de cette baisse est lié aux producteurs de gaz de schiste, etc. C'est 2 secteurs sur 19. Sauf que parmi cette baisse, donc lorsque vous regardez le S&P 500, les 500 plus grosses boîtes américaines, sur les 19 secteurs qu'on dénombre, aujourd'hui c'est 11 qui affichent une baisse des chiffres d'affaires. Ce n'est pas que l'énergie. Donc effectivement, et on constate en fait depuis les derniers mois et les derniers trimestres un début de contagion justement sur les secteurs qui sont plus enclins à être sensibles à la consommation intérieure aux États-Unis. C'est ça la vraie clé, la vraie question. Les marchés se retournent à partir du moment où le cœur de l'économie américaine, le cœur des secteurs qui font l'économie américaine seront touchés. Tant que si c'est justement, ça reste contingencé au secteur producteur d'énergie, ça va. À partir du moment où le reste est touché, et c'est notre scénario central, on peut commencer à s'inquiéter quant à la valorisation, au maintien de valorisations qui sont historiquement élevées. Alors d'aucuns objecteront aussi que le S&P 500, ce n'est pas finalement le cœur de l'économie américaine, ce sont les petites entreprises qui font la dynamique de l'emploi aux États-Unis. Alors, vous avez raison là encore, c'est-à-dire que le recovery sur l'emploi, vous savez, ce fameux taux de chômage de 5%, à qui est-il dû? Voilà, il faut rendre à César qui est à César. En réalité, aux petites boîtes, celles de moins de 10 personnes. Et ensuite, sur les boîtes intermédiaires, et seulement en fait les grandes entreprises. C'est-à-dire les grandes entreprises sont à peine revenues en termes d'employés au niveau qui était les leurs en 2007-2008, alors que les petites boîtes sont bien au-delà et les boîtes intermédiaires également. Le problème, c'est que vous parliez d'optimisme et de confiance tout à l'heure. Lorsqu'on sonde et qu'on regarde les indicateurs d'optimisme des petites boîtes aux États-Unis, elles décroissent maintenant depuis le milieu d'année dernière. Donc là encore, on a une érosion. Vous voyez, tout se confond. Tout concourt, en fait. Voilà, exactement. On a eu en fait une inflexion au niveau de l'emploi. Absolument, une inflexion même générale au niveau de l'économie américaine. On a une conjonction de facteurs ponctuellement très favorables à tout le monde. Tout le monde en a bénéficié. Maintenant, les paramètres structurels rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, les indicateurs convergent plutôt vers un affaissement en fait, de l'économie américaine. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle, en tout cas pour les bénéfices par action aux États-Unis. Alors, bénéfice tout court, et vous posez la bonne question, qui est le bénéfice par action. Parce que jusqu'à présent, quand je parlais des bénéfices tout à l'heure, je pensais aux bénéfices par action. Ils ont été préservés tout de même par les rachats d'actions. Absolument. Vous savez qu'il y a une petite manipulation, alors tout à fait légale, mais quand même manipulation, puisque les bénéfices par action ne traduisent pas la dynamique bénéficiaire sous-jacente. Tout simplement parce que les entreprises rachètent leurs propres actions, ce qui fait qu'il y a moins de titres à disposition. Donc le gâteau bénéfice a tendance, lui, à diminuer, sauf que vu que le nombre d'actions diminue, ça apparaît comme tout à fait une illusion d'optique de stabilisation, de poursuite de la croissance. Là est le sujet. Pourquoi ça nous intéresse? On vous a toujours dit en fait qu'en termes de valorisation, la clé de l'avenir sera moins macroéconomique que microéconomique. Ça viendra des entreprises. Et c'est là le sujet. Pourquoi ça vient des entreprises et pourquoi la chute des profits est inquiétante? Parce que depuis 6 ans maintenant, les rachats d'actions étaient un véritable moteur donc, dans l'appréciation des marchés actions américains. C'est un véritable soutien des marchés. Premièrement,
La distribution de dividendes également a beaucoup monté, le rendement des actions américaines a beaucoup augmenté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les entreprises américaines distribuent de plus en plus en proportion de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Donc tout ça concorde sur le fait que une partie du moteur des marchés repose sur la soutenabilité des profits générés par les entreprises américaines. Si vous êtes convaincu par donc ce faisceau d'indicateurs qui nous disent que ces profits ne peuvent que baisser à présent, y compris dans les secteurs les plus cœurs de l'économie américaine, à partir de là, ces politiques de rachat d'actions, ces politiques de distribution de dividendes de plus en plus généreuses ne sont pas soutenables. Si elles ne sont plus soutenables, il n'y a pas de raison pour que les marchés se maintiennent à des niveaux de valorisation qui, je le rappelle, sont historiquement élevés. Si vous prenez les profits hors cyclique, sur très très longue période depuis un siècle et demi, les seuls moments où on a eu des PER, des ratios, enfin un nombre d'années de bénéfices que l'investisseur accepte d'acheter sur les marchés actions, on n'a jamais été aussi élevé depuis les années 29, 30, 31. Voilà. Donc on est sur des niveaux qui restent extrêmement élevés aujourd'hui. Et c'est vrai que la concordance ou l'analogie peut inquiéter. Mais est-ce qu'on n'oublie pas un acteur de poids sur le marché? C'est la Fed, qui a tout de même soutenu très largement le prix des actifs financiers ces dernières années. Alors oui, c'est moins le cas quand même. Il faut bien s'accorder sur le fait que le quantitative easing que vous évoquez, c'est-à-dire une politique de création monétaire qui a reflaté tout finalement. Mais on n'est pas dans la contraction monétaire pour le moment. On n'est pas dans la contraction, on est dans une stabilité du bilan, ce qui est une bonne chose. C'est une bonne question, la question de la place et du positionnement de la Fed aux États-Unis par rapport au marché actions. Pourquoi? Parce que ça pourrait être un facteur de soutien, de revalorisation encore, on pourrait encore injecter, si la Fed redescendait dans la cave, pour réinjecter, réimprimer des billets de banque et l'injecter dans l'économie. C'est-à-dire un QE4. Donc oui, peut-être, mais dans ces cas-là, ça serait un scénario plus noir que ce qu'on anticipe, avec une dégradation de la conjoncture internationale et nationale qui pousserait la Fed à remettre et à réinjecter un QE4. On ne l'envisage pas avant la fin de l'année 2017, voire début 2018. La question de la Fed, c'est oui, ça peut être un facteur, mais un facteur plutôt noir. Ça pourrait être le signe noir ou le fameux signe noir que tout le monde attend finalement, puisque je le rappelle, les investisseurs sont dans une position en fait de manque de visibilité terrible. Lorsqu'on interroge les investisseurs aux États-Unis, plus de la moitié nous disent « nous ne savons pas ». C'est historique, on n'avait pas vu ça depuis 25 ans quasiment. Donc ce manque de visibilité, ce fameux signe noir qui militerait pour une sortie par le bas des marchés, ça pourrait venir de la Fed si elle adoptait un discours trop rigoureux. Et qu'elle remontait ses taux. Et qu'elle remontait ses taux, à la fois discours et à la fois remonter les taux. Pourquoi? Parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'agent privé américain, qu'elle soit ménage ou entreprise, ne supporterait pas des taux plus élevés. Donc il fallait peut-être le faire, il fallait même probablement le faire, cette hausse des taux directeurs, mais avant. Et aujourd'hui, ça serait vraiment contracyclique, ça serait, je dirais, mettre de l'huile sur le feu, et pour le coup, là, on ne serait pas dans une consolidation du marché américain tel qu'on l'évoque, on serait dans l'entrée dans un bear market beaucoup plus fondamental. Bon, cet affaiblissement du consommateur américain et de l'économie américaine de facto vous incite donc à redevenir plutôt vendeur des actions, plutôt prudent, mais à l'intérieur de cette poche action mondiale, vous restez plutôt surpondéré sur les actions européennes. Alors, vendeur des actions en général, parce qu'elles ont déjà beaucoup rebondi. À l'intérieur de cette poche-là, s'il faut y être, effectivement, on est beaucoup plus sur l'Europe, parce que l'Europe connaît avec retard un rebond, tout de même une reprise économique, même si elle reste faiblarde, il faut l'avouer, mais tout de même, elle est là. Il y a encore un petit peu de possibilité d'augmenter les taux de marge pour les entreprises européennes. Et puis bon, bon an, mal an, on a des excédents courants en Europe. On n'a pas beaucoup de déficit public, même si on aime bien se flageller quand on agrège. Sur le sujet, quand on agrège. Donc la question européenne, non, l'Europe pourrait même être la locomotive de l'économie mondiale au regard de la vigueur des autres. Voilà, la simple question et le simple problème de l'Europe, c'est existe-t-elle? La problématique de l'Europe est un risque d'ordre politique, c'est pour ça qu'on ne l'évoque pas. La problématique de l'Europe n'est aujourd'hui pas économique, elle est politique. L'Europe existe-t-elle? Si oui, effectivement, il y a une véritable opportunité probablement sur les marchés, en les surpondérant, même si on est plutôt vendeur des actions générales. Si par contre, on appréhende mal le risque politique, mais pour le coup, ça sera malheureusement pas favorable aux actions européennes. Mais à court terme, effectivement, on préfère de loin les actions européennes aux actions américaines. Pierre, merci. Merci Vincent.